marrant comme plusieurs fois, après des ateliers de design thinking, on a eu ces retours de la part des clients comme quoi l'atelier avait eu un rôle vraiment de team building auprès des équipes, qui avait eu ce sentiment que les équipes s'étaient beaucoup plus soudées que d'habitude autour d'une thématique commune. Oui. Et que même après le design thinking, ça faisait encore ces effets-là. Clairement. Oui, ça m'avait aussi super fort marqué, comme tu le dis. La fois où on avait eu juste à la sortie du team building dans une entreprise qu'on ne citera pas, que le directeur IT était venu près de nous en disant, avec presque la larme à l'œil, et en disant à quel point non seulement c'était bien parce que finalement il y avait des solutions qui étaient trouvées, il y avait des solutions qui s'initiaient, mais en plus de ça que réellement il n'avait jamais vu ces équipes fonctionner ensemble à un tel point en fait, de façon aussi proche, avec une communication vraiment top en fait, et qu'ils puissent ensemble trouver des idées et être hyper synchronisés. C'est sûr. Il remontait aussi que c'est des équipes entre lesquelles il y avait parfois des tensions et que autour de cette thématique-là et dans l'ambiance du design thinking qu'on leur proposait, il y avait vraiment un apaisement comme ça de toutes les tensions. Et en discutant avec quelques clients, quelques partenaires, c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, qu'il y a parfois un esprit de compétition entre différents départements ou différentes cellules. Ouais. Ils ne sont pas toujours hyper synchro, il y a souvent un manque de communication, parfois des décisions sont prises d'un côté et de l'autre, parfois des décisions qui sont pas du tout compatibles, ou bien deux équipes qui bossent sur un projet hyper similaire sans même le savoir. Ouais. Il y a souvent des problématiques comme ça et finalement voir le design thinking comme un moyen d'identifier un besoin et de travailler tous ensemble autour de la problématique et de prendre finalement tous les acteurs concernés, cross-département finalement, de prendre tout... c'est ça. Oui, mais c'est la réalité. Je pense que c'est un vrai poison pour les sociétés, pour les entreprises, celles qui sont déjà grandes ou celles qui grandissent, d'effectivement se retrouver avec de la segmentation au sein de l'entreprise. Et le cas typique, c'est le département sales, le département marketing, le département technique, peu importe ce qu'il fait, et une opposition entre ces départements régulièrement, comme tu le disais, en disant les sales vont dire au marketing, et nous on fait vraiment de la vente, on vend vraiment des trucs, on ne vend pas du vent. Le marketing va dire ouais mais toi tu touches une personne en même temps tandis que nous on touche le monde entier. Et puis les gens techniques vont dire et les autres c'est des bullshitters, en fait de toute façon tout ce qui compte c'est les lignes de code qu'on est en train de créer, etc., etc. Et donc à partir du moment où on a ça, c'est le pire poison qui puisse exister au sein d'une entreprise parce que finalement l'esprit d'équipe disparaît complètement. Parce que quand on parle d'équipe, c'est effectivement pas que les équipes des départements, mais aussi l'interdépendance entre les équipes qui forment le tout pour servir l'idéal de l'entreprise. C'est certain. Il faut être conscient finalement qu'on forme un tout, sans tomber non plus dans des dérives ou dans trop d'empathie, évidemment. Mais il faut être conscient qu'on a des objectifs communs, que l'entreprise c'est une entité et que chaque département, chaque cellule, peu importe comment on les appelle, toutes les personnes doivent de toute manière aller dans la même direction dans le but d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Bien sûr. Exactement. Et effectivement, pour en revenir sur la partie design thinking, comme tu le disais, l'approche du design thinking demande absolument à ce que les différents acteurs soient autour de la table, autour d'un projet. Donc on peut aussi bien se retrouver avec des personnes techniques, des personnes non techniques, des personnes du marketing, du business, peu importe. Et en plus de ça, non seulement en fait, avoir ces départements représentés, mais aussi avoir différents types de fonctions dans ces départements qui sont représentés également. Et avec souvent une approche en fait, qui demande aussi qu'on ait des personnes qui soient récentes au sein de la société, d'autres personnes qui soient là depuis 10-15 ans peut-être, en fait, si on peut se le permettre, etc., de façon à avoir vraiment des points de vue complètement différents, complémentaires. Et au final, le fait que c'est un prérequis pour le design thinking, d'avoir tous ces gens autour de la table, maintenant, il est logique en fait, de comprendre ce que disait notre client, en disant bah oui, je vois que nos équipes en fait, travaillent enfin ensemble, je vois qu'il y a une réelle progression au niveau du travail en communauté, en équipe, tout simplement parce qu'on les met autour de la table et que pendant X heures, X jours,
ils sont en train de travailler sur une thématique qui est celle qui est définie, et puis surtout aussi avec tout un contexte de sécurité qui est hyper important. Oui, c'est un moment particulier, hein, c'est un moment privilégié parce qu'on réfléchit à une problématique bien sûr, mais parfois on se met un peu à nu aussi devant les autres parce qu'on va exprimer des idées et on va s'enlever toutes les barrières et puis les ateliers qui poussent à la créativité, qui incitent à la créativité, permettent aussi ce climat de confiance et le fait qu'on va partager quelque chose de fort pendant une demi-journée, quelques heures. Tout à fait. Et c'est là toute la force de cette approche de design thinking finalement. C'est de se dire, ben oui, non seulement il y a les résultats, il y a le fait d'innover, de créer des idées et de supporter la transformation digitale dans notre cas des entreprises. Et en plus de ça, il y a cette consolidation des équipes qui est un effet secondaire, un effet non désiré à la base, mais finalement c'est effectivement bien un team building. Et ouais, c'est tellement costaud en fait comme type d'approche. C'est certain. Après, on peut aussi envisager le design thinking dans une continuité. Si par exemple, donc, on peut avoir un design thinking autour d'une problématique qui va durer, qui va se faire en une séance ou deux. Après, on peut aussi voir un projet plus costaud et la problématique qu'on définit autour de laquelle on veut créer l'idée, elle peut être sur n'importe quel sujet en fait. Ça pourrait être une problématique interne sur laquelle on va décider de discuter, d'échanger des idées et peut-être de trouver des solutions pour faire en sorte de fluidifier les processus internes. Et si on voit ça dans la durée, finalement, on va faire en sorte de consolider tout ça sur une période de temps qui va être plus longue, sur le long terme, et d'avoir des piqûres de rappel aussi sans cesse, parce que le design thinking, voilà, c'est un atelier, on va le faire une fois, ça va être un moment de partage assez fort. Mais le fait de faire ces piqûres de rappel régulièrement, ça peut encore plus souder les équipes. Tout à fait. Donc finalement, c'est bon pour trouver des solutions innovantes, pour continuer à faire en sorte d'avancer et d'améliorer sans cesse les solutions et les flux de l'entreprise. Et en plus de ça, il y a la posture coach des design thinkers qui entoure l'ensemble des personnes, les équipes, qui fait que malgré tout, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a un plus qui est apporté au niveau humain et au niveau collaboratif au sein de l'entreprise. Je pense que chacun apprend un peu sur soi-même aussi quand on se retrouve dans un atelier design thinking, parce que comme on le dit souvent, on apprend à mettre les égos de côté, on va apprendre aussi à peut-être à se canaliser si on a, ou à se faire canaliser, et c'est le rôle des design thinkers. Si c'est quelqu'un qui va plus facilement s'exprimer, peut-être prendre un peu plus de place, on va se faire plus canaliser en fait pour laisser plus de place aux autres. Et les personnes qui sont un peu plus dans la retenue, on va parfois les inviter à s'exprimer plus, à les faire prendre un peu plus de place. Et donc, selon leur profil et avec le type, est-ce que ce sont des personnes introverties, extraverties, dans le respect des différents profils effectivement. Et puis on a parlé encore tout à l'heure, pour les personnes qui sont peut-être plus introverties, leur proposer d'autres solutions comme le brainwriting. Exact. Qui permet de s'exprimer par écrit finalement en fait, et de ne pas devoir crier haut et fort son opinion devant les autres. C'est sûr. Et là, c'est notre rôle en tant que design thinker de sélectionner les bons outils en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Et donc de favoriser le brainwriting, comme tu le dis, si on a des personnes plus introverties et qui vont moins facilement s'exprimer. Et faire en sorte, quelque part, de partager la parole et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer en fait. Et c'est cette richesse dans les idées, la richesse dans les profils qui vont être super variés. C'est là qu'on va permettre de créer quelque chose de fort et de pousser les idées plus haut. Ça me fait penser aussi à notre discussion de tout à l'heure où le fait d'entendre une idée et puis de la transposer et de se l'imaginer peut-être dans un autre contexte et puis d'en faire une idée encore plus complète. Et c'est ça, le fait de rebondir sur les idées des autres et de construire quelque chose ensemble. C'est ça, c'est de la co-construction vraiment quoi. La co-création de valeur. De la co-création de valeur, de la co-construction d'idées, et finalement on ne peut plus vraiment définir à qui appartient l'idée non plus à la fin. Et c'est tant mieux. Et c'est ça la force. Parce que comme ça tout le monde peut se l'approprier en fait. Et
c'est une force aussi du design thinking, du fait de prendre toutes ces personnes qu'on a autour de la table, qui vont devenir des ambassadeurs du projet parce qu'ils sont à l'origine de la création de l'idée, de l'identification du besoin. Tout à fait. Yes. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose que tu disais, où tu disais le fait d'avoir cette ambiance design thinking, d'avoir cet ensemble de personnes autour de la table, avec finalement une plus grande empathie et un plus grand focus sur autrui. Et c'est exactement ce à quoi je pensais au moment où j'avais posté sur Instagram et autres, le fait que plus on creusait en l'autre, plus on faisait attention à l'autre, et plus finalement, en fait, plus on avait de l'intérêt pour l'autre et de l'empathie pour l'autre, et plus finalement on apprenait à se connaître. Et donc il y a ce phénomène en fait de balance, de balancier, qui fait que si tu es désintéressé de ta personne et que tu es intéressé en l'autre, finalement tu as un effet secondaire en fait qui est hyper positif, qui fait que tu te construis toi-même. Ouais, là encore. On parlait dans un précédent talk de la partie agile et du fait que c'était indéniable, que c'était la façon dont il fallait développer à l'heure actuelle, que c'était quelque chose qui était en parfaite synchronisation avec nos valeurs en tout cas. Et ici, c'est pareil pour le design thinking, c'est en parlant avec toi effectivement maintenant, de se dire non seulement il y a une approche qui est positive pour les objectifs de l'entreprise, les objectifs à court terme, moyen terme, long terme, mais en plus de ça, ça aide à consolider l'ensemble que forme l'entreprise. C'est vraiment, vraiment top. Et pour nous aussi, c'est super valorisant de voir qu'en plus d'avoir trouvé des solutions autour d'une thématique, on a fait en sorte que les personnes travaillent plus facilement, plus aisément, ensemble, plus sereinement et dans un contexte encore plus sain. Exact. Super, merci à tous en tout cas pour le temps passé à visionner cette vidéo. On vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis changez le monde. À bientôt.